Les jeudis de l'Iliade. J'aimerais vous remercier d'être venus assister à ce jeudi de l'Iliade, le 37e jeudi de l'Iliade, ça commence à faire beaucoup. Et j'aimerais aussi remercier la nouvelle librairie de nous accueillir comme toujours pour la tenue de ces jeudis de l'Iliade. J'aimerais bien sûr tout spécialement remercier l'intervenant de ce soir, Benjamin Demélay. À la ville, il enseigne les politiques comparées, les sciences politiques. Et il est pour nous maintenant un compagnon de voyage fidèle déjà, puisque ça fait le 3e jeudi de l'Iliade qu'il accepte d'animer pour nous. Il en a fait un sur Jack London, un autre sur Stefan Georg, qui a abouti sur ce magnifique petit ouvrage que je ne peux que vous conseiller. Et il est par ailleurs un ami de l'Institut Iliade et un contributeur de notre pôle études, et pour ça je le remercie. Je le remercie également d'être venu nous parler ce soir d'un sujet particulier, les romantiques allemands. Thème auquel il a voulu donner le sous-titre mystérieux et justement peut-être pour ça intriguant, quand la beauté sauve l'État. Moins mystérieux que pour eux. Et donc je vous donne tout de suite la parole et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Oui, je vous remercie beaucoup d'être venu. Alors effectivement, la mention de ce sous-titre est dès l'abord assez redoutable. Mais en fait, elle l'est moins que l'intitulé des romantiques allemands, puisque en fait, les romantiques allemands, ne s'étant jamais entendus sur ce qu'ils étaient précisément, ne s'étant jamais entendus pour déterminer qui était membre ou non de leur propre mouvance, et ni même quelles étaient ses caractéristiques, ce sera déjà peut-être un petit peu plus facile. Et je voudrais commencer par cela, parce que pénétrer dans l'univers du romantisme allemand, c'est d'une certaine manière, c'est presque comme changer d'hémisphère. C'est-à-dire que nous allons parler d'auteurs qui ont connu la Révolution française, qui ont connu en tout cas les Lumières dans leur dernier moment, dans leur dernier feu, avant que le mouvement révolutionnaire n'embrase l'essentiel, sinon l'intégralité du continent européen. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment des auteurs dont le point commun est d'abord d'être de langue allemande, de vivre dans l'espace germanique, ont intégré un certain nombre de données des Lumières, et ont cherché à y répondre. Et ce qui est très passionnant, c'est que les catégories qu'ils ont forgées ne correspondent absolument pas aux nôtres. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Non, je vous en prie. Et ça, c'est le côté peut-être plus Europe orientale, comme ça. Non, mais ça renvoie plutôt à mon interprétation de Dostoïevski, qui est assez critique. Mais trêve de mauvaise plaisanterie de ma part, c'est vrai que c'est très intéressant de voir que les auteurs dont nous allons parler, je pense par exemple à Hölderlin, ont pu avoir d'un homme comme Robespierre une vision qui est une vision relativement subtile. Ils ont pu avoir de la figure de Napoléon une vision relativement subtile. C'est-à-dire qu'ils ont tout à fait pu accepter des pans entiers de l'idéal révolutionnaire ou de l'idéal impérial, et en même temps tenir un certain nombre de propos, défendre un certain nombre de propositions fondatrices qui nous sembleraient en France relever de la contre-révolution, qui nous sembleraient en France relever de l'opposition radicale à la révolution, qui nous semblerait en France relever du rejet radical de la modernité. Donc on n'est pas du tout dans le même hémisphère culturel que le nôtre, et c'est ça, je crois, qui est assez intéressant dans un premier temps. Alors essayons ici d'être un petit peu plus, si vous voulez, si j'ose dire, d'être un petit peu plus concret, de partir comme ça de notre fil rouge, puisque j'ai souhaité proposer, si vous voulez, une sorte d'enquête, avec quand même normalement un nombre important de citations, sur les rapports de la beauté et de la politique chez les romantiques allemands. Et c'est déjà tout un programme. C'est déjà tout un programme, parce que finalement, en France, cette question de la connexion, de l'articulation entre beauté et politique, évidemment, ne va absolument pas de foi. Ça, c'est un lapsus, c'est bien révélateur, je pense. Ça commence, c'est très romantique, ça aussi, c'est très Hölderlin. Bon. Mais en tout cas, on songerait, par exemple, à la notion de raison,
qui est peut-être difficile d'ailleurs à définir. Mais l'articulation du politique ou de la politique et de la raison, et ça c'est déjà quelque chose qui pour un Français ne pose pas trop de difficultés. Soit parce que la raison est censée fonder le politique, il y a un certain nombre de principes qui sont censés fonder l'action de l'État, soit parce que l'État est censé lui-même aider les citoyens, même malgré eux, par la coercition, à devenir libres et à accéder à la rationalité, qui est une idée qu'on a trouvée chez Rousseau. Chez les romantiques allemands, déjà, cette idée ne peut pas aller de soi. La notion de beauté est en amont et en aval de leur perception de la société et de leur perception du politique. Et simplement, reste à savoir ce qu'est le beau, ce qu'est la beauté, comment l'on y parvient et comment on arrive à articuler la politique et l'État et la beauté. Ça, c'est effectivement toute l'affaire. Alors, simplement ici, un petit, peut-être, il me revient en tête ces conversations finalement qui ont eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, au tout début du XIXe siècle, pour savoir ce qu'il en allait de ce courant qui, à partir de 1796-1797, s'est développé, en particulier à Iéna, autour d'une revue qu'on appelait l'Athénaum, et qu'on a rapidement qualifié de romantique. Et ici, Madame de Staël, qui était certainement une observatrice parmi les plus pertinentes de la société de l'espace germanique, a pu dire que finalement, ce qui différenciait beaucoup les idées françaises des idées d'expression allemande, c'est que les Allemands étaient en quête d'une mythologie. Ils étaient en quête d'une origine. Et somme toute, c'était assez logique, puisque dans ces années, les populations allemandes dans leur diversité, les différents États allemands, extrêmement divers, subissaient de plein fouet le grand mouvement de la Révolution, de la République, puis de l'Empire. Mais il est assez intéressant de voir que Madame de Staël, quand elle songe à cette question de la mythologie, songe au problème de la chevalerie, au problème du Moyen-Âge. Et bien sûr, elle parle de l'Allemagne pour songer à la France, et elle souhaiterait dans une certaine mesure que la France constitue une nouvelle chevalerie, se ressource dans cet idéal médiéval. Bon, tout à fait. Mais c'est d'une certaine manière regarder vers le passé, regarder vers ce qui a été. Et il est intéressant de voir que les romantiques allemands, en particulier donc dès 96-97 avec Schlegel en particulier, vont interpréter les choses tout à fait différemment. Oui, ils sont en quête, d'une nouvelle mythologie. C'est tout à fait exact. Le terme est repris dans les principales publications du premier mouvement romantique, qui se prolonge ensuite à Heidelberg, qui se prolonge ensuite à Berlin jusqu'au début des années 1810 pour vraiment les périodes de plus grande intensité. Mais lorsqu'il parle d'une nouvelle mythologie, il ne s'agit pas véritablement de se ressourcer grâce au passé. Il ne s'agit pas de refonder ce qui a été. Leur idée est tout à fait différente. Il s'agit d'instaurer une culture qui est une culture nouvelle, et surtout, ils ne font pas de distinction, et c'est déjà présent donc dès le mouvement de Iéna de la fin du XVIIIe siècle, ils ne font pas de distinction entre le renouveau intellectuel et le renouveau éthique. Bon, ça c'est une chose, mais le renouveau intellectuel, le renouveau éthique, le renouveau politique, puisque nous sommes à une époque où la forme étatique allemande, évidemment, n'est pas fixée, et ils ne font pas de distinction entre ce renouveau politique, étatique, et le renouveau spirituel, et j'ai envie de dire religieux. Donc on est déjà dans un univers qui non seulement n'est pas, pour employer ce terme avec facilité, n'est pas réactionnaire ou nostalgique, mais on est déjà dans une recherche de mythologie, au sens où on est dans la recherche d'un ordre culturel, qui est en même temps un ordre politique et un ordre spirituel, voire religieux nouveau. Et ça, c'est présent dès le départ chez les romantiques. Quelque chose qui en Europe, n'a pas d'équivalent.
parce qu'au fond, lorsque Napoléon, et on le voit encore quand on passe aux Invalides, lorsque Napoléon se fait représenter en Dieu Mars, n'est-ce pas, et quitte son corps corse à un moment donné pour devenir cette figure olympienne que l'on trouve sur des bas-reliefs. Bon, finalement, il est dans la résurgence d'un ordre politique, mais qui est dans la continuité de la monarchie. C'est au fond une version améliorée, c'est une version supérieure, surhumaine, si l'on veut, de la monarchie qui a déjà existé. Là, les Allemands proposent quelque chose de tout à fait différent. Et non seulement ils proposent quelque chose de tout à fait différent, mais pour eux, ce nouvel ordre n'est pas contradictoire avec un principe qui, en apparence, est un principe de confusion, est un principe d'indistinction, osons même dire de barbarie. Parce que ce terme romantique qu'ils vont reprendre à leur compte est un terme qui évoque historiquement la langue romane. Et au moment où ce terme romantique est forgé à partir du terme donc de romance, qui évoque donc la langue romane et ensuite même les romans médiévaux, c'est un terme qui est relativement négatif, qui est au moins ambigu, parce que il évoque une réalité qui est entre le latin, évidemment, donc une langue qui a pu évoluer bien sûr, mais dont on peut deviner une certaine pureté, qui a une substance propre, qui correspond à un ordre politique culturel qui a existé, qui est identifiable. Et puis, en même temps, le roman est entre ce roman médiéval, cette langue médiévale, cette culture médiévale est entre cet ordre antique et cet ordre, bon, disons s'il le veut moderne, qu'est l'ordre des langues vernaculaires, car il y a déjà une culture, on pense en France en particulier à toute la littérature du XVIIe siècle, à la littérature que Voltaire va vouloir qualifier de classique, à tort ou à raison, qui est une culture bien constituée, bien identifiable. Et donc ce terme de romantique est sinon négatif, il est au moins ambigu. Et c'est un tour de force conceptuel, ou en tout cas une étrangeté culturelle, d'avoir pensé qu'on pourrait refonder un ordre à partir d'un principe qui est un principe où les oppositions, les contradictions, l'indistinction, les confusions, ou l'illimité, l'indéfini, semblent partout nous déborder. Et Schlegel, là, il y a quand même ce propos, alors j'utilise simplement ici l'anthologie d'Armel Gern, qui a beaucoup de mérite sur la définition que donne du romantisme, finalement, les premiers auteurs à Iéna. Alors, il me semble que c'est relativement indépassable. Il est évident que l'esprit impérissable de la poésie revêt une apparence diverse chaque fois qu'il reparaît dans la race humaine, et qu'à chaque époque, les mœurs et les idées des différents siècles lui constituent une existence nouvelle et particulière. Certes, les formes de la poésie doivent changer avec la direction que prend l'imagination poétique des peuples. Donc on a déjà aussi cette notion évidemment importante, mais sur laquelle je pense j'insisterai très peu ce soir. Et quand on veut appliquer les noms des anciens genres et leurs anciennes lois en composition nouvelle, pour les juger d'après ces idées, on fait un usage mal conçu de l'autorité classique. Personne ne doit être soumis à un tribunal dont il n'est pas justiciable. Et donc, autrement dit, on doit juger des nouveaux courants de la culture, non pas par rapport au passé, par rapport à des canons qui sont figés, à des normes qui sont figées, mais on doit les juger par rapport à, disons, le maintenant, l'âme des peuples, ce que sont les peuples à un instant T. Simplement, évidemment, le poète, l'écrivain, va être l'interprète du peuple. Bon, nous avons eu Victor Hugo, effectivement, en France. Mais voilà ce qui m'intéresse davantage. L'art et la poésie antique n'admettent jamais le mélange des genres hétérogènes. Bon, le mélange des genres hétérogènes. L'esprit romantique, au contraire, se plaît dans toutes les antinomies. Il se plaît dans un rapprochement continuel des choses les plus opposées. Ça, c'est comment fait-on pour se plaire, en effet, si l'on veut fonder un ordre, car c'est véritablement l'idée ici qui est défendue par Schlegel. Il ne s'agit pas d'une apologie du principe anarchique pour lui-même. Bon. Et c'est le terme principe plutôt que, à la limite, anarchique qui compterait ici. La nature et l'art, la poésie et la prose
le sérieux et la plaisanterie. Walter, non, vous incarnez l'un ou l'autre, peut-être ce soir, nous verrons. Le souvenir et le pressentiment, les idées abstraites et les sensations concrètes, le terrestre et le divin, voilà qui nous intéresse. La vie et la mort s'embrassent et se confondent dans l'union la plus étroite et la plus intime. Et ensuite, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évocation de ceux qui seraient des législateurs les plus anciens. Et là, Schlegel va évoquer la figure mythique d'Orphée, il va remonter à la Grèce antique. Mais cette idée extraordinaire, on fonde un ordre sur des oppositions, des distinctions fortes, etc. Ça, c'est véritablement intéressant. Véritablement intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le poète, c'est l'écrivain, beaucoup plus que le législateur au sens juridique, administratif, politique concret, j'ai envie de dire derrière militaire du terme en fait, parce que j'ai parlé de Napoléon, c'est le poète qui est à la manœuvre, si on veut dire, c'est sa poésie qui est à la manœuvre. Et quand on essaie d'enquêter à partir de cela, un ordre qui naît des contradictions, un ordre où le poète est le premier manœuvrier, c'est un petit peu comme si dans l'Empire romain, n'est-ce pas, on avait demandé à Virgile de refonder la République, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le Principat, en lieu et place d'Auguste, d'une certaine manière. C'est comme si on avait assuré le primat de la poésie. Et en Allemagne, comme il n'y a pas de structure étatique ferme, ou plutôt il y a une série de structures étatiques extrêmement diverses, combien sont-elles? Plus de 150, 180, etc., extrêmement nombreuses, en tout cas très diverses. Évidemment, là, ça peut quand même être pris au sérieux. Là, ça n'a rien d'un pur verbiage ou d'un pur snobisme. Là, on est dans quelque chose de tout à fait différent. Et à partir de là, si on suit ce petit fil rouge, on va trouver des choses tout à fait étonnantes. Il y a une grande rencontre que j'ai faite là, il y a 2-3 ans, avec Schiller. Là, je dis une grande rencontre. Il est mort et il est vrai que les portraits révèlent de lui. On a l'impression que, si vous voulez, c'est Satan qui vient de tomber sur Terre comme l'éclair. Si vous regardez ses portraits, il a un visage véritablement d'ange de lumière. Schiller, c'est une personnalité très, très étonnante et qui va, comme par hasard, rédiger, à partir de dans l'année 1794, des lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Mais ces lettres sur l'éducation esthétique de l'homme ne sont pas des lettres à destination des pédagogues, ce sont moins encore des essais sur la culture qui est en train de naître et de se développer dans l'espace allemand ou en Europe. Schiller nous propose un programme qui est à la fois éthique, spirituelle, politique. Et il a une idée tout à fait étrange, tout à fait étonnante. Pour Schiller, il ne peut exister, nous sommes en 1794, donc à l'heure où Robespierre instaure le culte à l'être suprême en France, où le culte de la déesse raison est en train de triompher, où l'idée des principes qui s'abattent sur les sociétés humaines, où la révolution dans sa dimension la plus absolutiste est en train de triompher en France. Et en 1994, Schiller nous dit « La beauté », et il ne la définit pas, d'ailleurs à proprement parler, la beauté est la pierre angulaire de tout l'ordre social. De tout l'ordre social. Alors ça, c'est une idée quand même assez étonnante. D'autant que, j'insiste là-dessus, il ne définit pas à proprement parler ce qu'est la beauté. Il faut s'appesantir un petit peu sur ce problème. Schiller nous dit que l'être humain est un être anarchique, est un être composite, est un être fait d'opposition. On retrouve le principe extraordinaire du romantisme. Mais comme le disait Schlegel, comme le dira Schlegel, il faut trouver l'unité. Il faut partir de cette anarchie pour aller vers l'unité. C'est la beauté qui va permettre cela. Il y a, je traduis librement, il y a deux puissances de l'âme ou deux tendances lourdes dans l'être humain, qui constituent l'être humain pour Schiller. Il y a une tendance sensible, qui est la tendance au fond corporel animal. Je ne crois pas trahir sa pensée en le disant. C'est la tendance animale, qu'on va aussi qualifier de tendance physique. Ça en dit long. Physique, corporel, animal, etc. Bon. Et puis, il y a une tendance qu'on peut traduire par rationnelle,
Certains traducteurs choisissent l'idée d'instinct formel. Bon, ça me semble un peu inutilement abstrait. Mais il y a une puissance de l'âme qui est rationnelle, qui est attirée par les abstractions, ou plus exactement par les principes qui existent bel et bien, mais qu'il faut extirper de la réalité par un exercice de réflexion. Il y a ces deux tendances. Et ces deux tendances chez l'être humain sont en conflit. On n'est pas du tout dans le cadre, évidemment, du yin et du yang. On est au contraire dans le cadre d'une lutte perpétuelle entre ces deux principes. L'homme est cette lutte perpétuelle. Alors comment peut-il sortir de cela ? Et donc comment peut-il sortir d'une vie animale, qui est aussi une vie sociale extrêmement basique ? Il lui faut avoir recours à une chose, la beauté, qui lui est extérieure. Il doit contempler ce qui est beau, et en contemplant ce qui est beau, il va recevoir un surplus d'énergie, un surplus énergétique, disent certains traducteurs, qui va venir équilibrer ces deux passions. Ou plus exactement, c'est la puissance rationnelle, l'instinct formel qui saisit ce qu'il y a dans l'élan de la beauté vers l'homme, car la beauté lui est extérieure, et qui va ensuite l'intégrer à l'homme pour parvenir à la maîtrise de la dimension corporelle, physique, animale, on pourrait dire pulsionnelle, etc. Donc sans cette beauté extérieure, rien n'est possible. Et alors, c'est tout à fait intéressant parce que pour Schiller, c'est un problème d'ordre politique. Pourquoi un problème d'ordre politique ? Parce que dans un premier temps, ensuite il y a autre chose, mais dans un premier temps, on ne peut trouver la beauté que si elle a déjà été mise à jour. Donc il faut qu'il y ait des artistes. Et Schiller pense en particulier au début de sa réflexion, semble-t-il. Il pense d'abord à la sculpture. Il pense à la sculpture néoclassique, à cette réinvention de la Grèce que nous devons en particulier aux travaux, je pense, de Winckelmann. Il pense à cette Grèce sculpturale, à cette remise à jour des proportions du corps et de ce qu'on appellerait une Grèce blanche, avec effectivement ces statues qui sont absolument incolores, qui sont de pur marbre, qui n'ont rien, et effectivement de toutes les couleurs que l'on pouvait trouver dans la Grèce antique réelle, qui était une Grèce chamarrée, qui était une Grèce très orientale, je pense, selon nos critères actuels. Nous nous en sommes extirpés. Donc c'est une Grèce qui est passée chez Schiller au tamis de quoi ? Au tamis évidemment du christianisme, au tamis de l'idée de pureté, de perfection, de l'idée finalement de Dieu, de l'idée de créature entre les mains de Dieu. Ce ne sont donc pas des abstractions, mais ce sont des créations d'un être tellement supérieur à tout ce qui est de notre quotidien qu'il ne peut y avoir place que pour le pur, pour l'absolu. Bon, donc cette Grèce antique telle que Schiller la voit, c'est une Grèce passée au tamis du christianisme, ça très clairement. Elle n'a rien à ce niveau-là de très, je dirais, il n'y a pas la moindre place, même, je dirais presque pour l'humour, en fait, chez Schiller, ce qui est peut-être un problème, d'ailleurs. Mais donc, au départ, il pense à cela. Et c'est la contemplation de la sculpture qui permet l'équilibre intérieur de la personne. Bon. Et d'un autre côté, sans cet équilibre intérieur de la personne, il n'est pas possible d'être, nous dit toujours Schiller, un citoyen au plein sens du terme. Il n'est pas possible d'être un citoyen libre. Car si l'on est prisonnier de son anarchie, alors il faut qu'il y ait un état, ce qu'il appelle l'état physique, un état coercitif, qui va venir nous contraindre, qui va venir nous rappeler, comme le pervers est rappelé, qui va venir nous rappeler à notre intérêt. Si il y a ici expression de ton anarchie, la massue s'abattra. À la prison, tu seras condamné. La coercition s'abattra sur toi. Tu devras donc rester dans tes gonds. Même si effectivement, tu branles dans tes gonds. Mais tu n'en auras pas le choix. Ça, c'est l'état premier. Bon. Donc il y a, entre l'anthropologie, excusez-moi, de Schiller et sa vision de l'état, il y a en permanence une adéquation. Et donc c'est dans l'intérêt de l'état de se saisir du processus créateur pour assurer la moralité et pour assurer la liberté des individus. Donc on est sur cette piste-là,
piste-là. Alors, on pourrait effectivement continuer sur Schiller, si je vais essayer d'aller très vite ici le concernant. C'est une pensée assez dense, assez, je trouve, étonnante, déstabilisante, si vous voulez. Donc, Schiller nous dit que par la contemplation du beau, on se rend apte à la maîtrise. Car par la contemplation du beau, les passions s'apaisant, je transcris en termes ici quelque peu chrétiens et d'une anthropologie plus classique, on va disposer d'une marge de manœuvre, d'une marge de comportement au-delà de son instinct. Et donc on va pouvoir se livrer à ce qu'il appelle le jeu. Mais le jeu, pour lui, c'est la créativité. C'est la création d'objets, c'est la création d'idées, c'est la création de représentations, c'est la création de nouvelles sculptures ou de peintures, etc., etc. Donc on va passer de cet état physique à l'état esthétique, et l'état esthétique nous permet de passer à l'état moral. Et si l'état suit la même dynamique, en encourageant l'élan créateur, il encourage le jeu, donc la liberté, donc c'est un état qui va lui-même desserrer son étau. Et c'est comme ça que Schiller, chose extraordinaire, peut d'une certaine manière être républicain. C'est comme ça que je le traduirai. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire appel à une nostalgie d'un ancien régime, et lui, il y voit tout de suite des manifestations de la tyrannie dans l'espace allemand, ou des manifestations régressives. C'est-à-dire que pour lui, l'appel au motif grec antique permet d'instaurer un ordre nouveau qui est en même temps un ordre de liberté et de moralité. Donc on n'est pas du tout dans les catégories, je dirais, du logiciel français, pour le pire ou pour le meilleur, concernant Schiller. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment étonnant. Et si vous voulez, on pourrait, comme ça, poursuivre sur cette idée. Mais il y a la base d'une politologie à l'allemande, qui, à mon avis, va se retrouver tout au long du 19e, tout au long du XXe siècle, et qui va expliquer, je pense, la grande difficulté que nous avons, nous, en tant que Français, à saisir exactement, à chaque fois, les grandes tendances historiques de ce pays ou de cette ère culturelle. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Je procède de manière impressionniste, mais il faut essayer peut-être de mobiliser ici deux autres auteurs que je vais essayer, si vous voulez, de relier ensuite à Schiller. Je pense en particulier à Novalis et à Hölderlin. Bon. Pourquoi aller plus loin? Bon. Parce que Novalis a une vision plus complexe de ce qu'est la beauté. Et je ne développerai pas du tout ce point ici, mais Novalis considère que l'homme est créateur de la beauté, au sens où il n'est pas dépendant, ça mérite vraiment réflexion, il n'est pas dépendant de ce que Dieu lui aurait donné. Pas uniquement. Je dis bien pas uniquement. Il n'est pas dépendant de la nature telle qu'elle se livre à voir autour de nous. Telle qu'elle se livre autour de nous. Sans cela, l'homme ne serait qu'un imitateur. Et d'ailleurs, les romantiques ont eu des discussions très intéressantes sur la valeur de tel ou tel art. La sculpture est-elle supérieure à la peinture? La peinture n'est-elle pas, par trop, une imitation? Alors que Schiller vous dirait que la sculpture, elle, n'est pas une imitation, parce qu'en fait, elle n'imite pas le corps humain, elle imite l'idée du corps humain. Ça, déjà, chose très, très différente. Hein. Et derrière, on a le vieux monde chrétien qui est encore là. Bon, Novalis ne nous dit pas que la beauté nous est toujours déjà donnée. C'est aux poètes, aux sculpteurs, aux peintres, dans une moindre mesure aux peintres, de la créer. Et à partir de là, on a chez Novalis, dès 1799, c'est très clair, à la jointure de 99 et de 1800, on a chez Novalis cette idée d'une dialectique entre ce qui est donné, ce qui est déjà là, et ce que l'artiste crée. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'à ce moment-là, l'artiste gagne au sein du mouvement romantique un pouvoir qu'il n'avait pas. Il devient, en apparence, un concurrent du Créateur suprême ou de Dieu,
Car les romantiques ne sont généralement pas des athées. Ils s'inscrivent encore dans une pensée qui est chrétienne, qui bien souvent n'est pas une pensée catholique, orthodoxe, ni même luthérienne, protestante orthodoxe d'ailleurs. Mais ils s'inscrivent encore dans ce schéma. Mais il y a cette dialectique qui s'opère entre la beauté de Dieu et la beauté en particulier du poète. Et c'est au poète d'enrichir le monde, non pas de l'imiter, mais de l'enrichir, de lui apporter plus que Dieu n'y avait mis. Alors évidemment, ça veut dire que la chose était possible. Et ça, il n'y a pas de révolte de ce point de vue, comme ça peut exister dans d'autres courants français ou ésotériques, en Europe, à l'époque. Il n'y a pas de révolte contre Dieu. Mais il y a cette relation qui s'instaure, d'égal à égal si l'on veut. D'égal à égal si l'on veut. Le problème est difficile à trancher quand on lit Novalis ou quand on lit Hölderlin. Et donc à partir de là, ça signifie que si l'ordre politique, car Novalis s'inscrit aussi dans ce sillage, il est très inspiré par Schiller, même s'il écrit très différemment. Ça veut dire que si l'ordre politique a en amont, en aval, et est fécondé finalement par la beauté, si la beauté devient maintenant l'un des apanages du poète, ça veut dire que l'ordre social est entre les mains de l'artiste. Et ça, là encore, ça peut nous paraître en France quelque peu excessif, étonnant, décalé, encore que nous ayons eu Victor Hugo, qui a été maire d'un arrondissement, était-ce du 8e, qui chargea jadis en 1848 donc, à la tête de ces hommes pour réprimer des émeutes ouvrières. Donc il avait le sens effectivement d'une bourgeoisie armée et tout à fait soucieuse de ses prérogatives autant que de son talent, ça certainement. Mais à part Victor Hugo, je crois que personne ne s'en est approché sérieusement en fait de cette idée. Et là où les choses vont se compliquer encore, c'est que Novalis est au fond un nostalgique des origines, pas un nostalgique d'un ordre qui a véritablement existé. Et là, je reviens à l'un de ses textes, Europe ou la chrétienté de Novalis, Europa oder Christenheit. Que dit Novalis dans ce texte? C'est une histoire, au fond, des derniers siècles de l'Europe, qu'il publie donc, pour ainsi dire, à l'orée du XIXe siècle exactement. Novalis nous dit que la réforme protestante a été une tragédie, car elle a participé à séculariser les sociétés, à éloigner Dieu des sociétés, elle a cassé un ordre, qui était un ordre où le divin, le politique se mêlaient, et surtout qui était un ordre unitaire sur le continent. Vision assez classique, que beaucoup de contre-révolutionnaires français pourraient reprendre à leur compte. Mais, plus intéressant, lorsque Novalis, c'est un essai de 20-25 pages, évoque la figure de Robespierre, il ne présente pas Robespierre comme un nouveau Luther, qui aurait détruit à nouveau l'unité. Il dit que Robespierre, il n'en fait pas l'apologie en tant que tel. Le problème, ce n'est pas de faire l'apologie de Robespierre. Mais il nous dit que Robespierre, c'est une opportunité extraordinaire. Parce que Robespierre, c'est la tentative de diffuser des idées nouvelles à travers toute l'Europe, donc de retrouver l'unité. Nous n'aurions pas peut-être pensé à la chose. Et Robespierre, c'est, je l'évoquais, le culte à l'être suprême, c'est la tentative de recréer une religion unitaire. Et ça, pour Novalis, ça tient en une ligne chez Novalis, sur 20-25 pages. C'est extrêmement rapide. Mais il y voit un signe extrêmement positif. Et donc pour lui, la France est ce qu'il appelle une église nouvelle. Une église nouvelle. Elle est une opportunité de retrouver cette unité de l'esthétique, du politique, du spirituel, etc., etc. Alors évidemment, Novalis sera, comme beaucoup de romantiques allemands, déçu par la réalité. De toute manière, les difficultés personnelles rencontrées par Novalis bientôt l'acculeront, mais il sera tout à fait inquiet de la réalité des avancées françaises sur le territoire allemand. Toujours est-il, il a posé un môle dans un schéma de pensée.
Et Hölderlin va le radicaliser encore. Alors Hölderlin, là, il faut quand même imaginer ces scènes de cet homme qui, au grand séminaire de Tübingen, qui était formé pour devenir, en quelque manière, prêtre, pasteur en tout cas, avait comme corélégionnaire Hegel, par exemple. Il a d'ailleurs écrit avec Hegel, avec Schelling, d'ailleurs. Donc, ce sont des hommes qui se sont influencés les uns les autres. Mais Hölderlin a encore radicalisé cette idée de Novalis. Pour Hölderlin, non seulement il y a une dialectique entre la création de l'artiste et la création de Dieu, ce qui ne signifie pas nécessairement une concurrence, mais il y a d'une certaine manière la possibilité de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que l'artiste a, et on peut employer l'expression parce qu'elle est tout à fait, c'est le Novalis tardif et c'est hölderlinien, l'artiste a la possibilité de mener une opération magique par son art. C'est-à-dire que il peut révéler, sinon Dieu par sa création, au moins, pas l'ombre de Dieu, un Dieu qui se manifeste et s'enfuit, se manifeste et s'enfuit. Un Dieu insaisissable. Mais c'est pas parce qu'on est insaisissable qu'on n'existe pas. Bon, ça, effectivement. Donc ça, c'est une thématique très importante. Et Hölderlin, dans ses écrits, parle aussi bien de la figure du Christ que de la figure d'Empédocle, ou que, à la limite, de la figure de la nature. Et il reprend cette idée héraclitéenne, très ancienne, cette maxime, qui est connue à l'époque, c'est « la nature aime à se cacher ». C'est le principe de toute chose qui se révèle dans la création du poète, qui n'est pas un imitateur, qui n'est pas seulement quelqu'un qui, je dirais, crée un supplément d'âme purement psychologisant. Non, c'est quelqu'un qui va extirper du réel sa quintessence à un moment donné, mais la quintessence, évidemment, va nous échapper, on ne peut pas la saisir dès qu'on la contemple. Ça, c'est vraiment très, très intriguant. Et donc le Christ, Empédocle, mais la nature, et pourquoi pas l'artiste même, sont des figures, sinon de Dieu, des figures prophétiques, qui se montrent, qui se cachent, qui se montrent, qui se cachent, qui sont insaisissables. Mais d'un autre côté, et ça définit, si vous voulez, je pense, le romantisme allemand, c'est que il ne s'agit pas ici de considérer que parce qu'une chose est impossible, elle n'est pas souhaitable. Bon, un certain nombre d'entre nous doivent peut-être encore raisonner de cette manière. Moi, effectivement, mon père étant né à Nancy, j'y peux rien, je ne peux pas lutter contre mes penchants naturels. Mais il est vrai qu'il y a cette idée, chez Novalis, chez Hölderlin, que bien qu'impossible, une chose doit être réalisée. Et il y a quand même eu une évolution historique entre les années 1794 et le début 1800, à ce niveau-là, parce que Schiller, lui, alors c'est intéressant, en 1795, a écrit un poème qui nous parle d'un disciple d'un culte qui évoque les cultes de l'Antiquité tardive, un disciple à Saïs. Et Schiller nous explique que ce disciple a pénétré dans le temple de la divinité et qu'il y avait un saint des saints, qu'il y avait une pièce où l'on ne pouvait pas pénétrer parce que le Dieu s'y trouvait. Celui qui retirait le voile, là, commettait un sacrilège. Là, il allait au-delà du moral, du possible, tout cela à la fois. Alors, chez Schiller, le disciple retire le voile et quelques jours après, il disparaît, il meurt. Il meurt. Chez Schiller en 95. Mais Novalis déjà, et Hölderlin est tout à fait dans cette lignée, Novalis lui nous dit, non, 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 il réécrit ce texte de Schiller, d'une certaine manière, le disciple lève le voile, et il a raison d'avoir levé le voile. Même si ça se termine là aussi finalement assez mal. L'impossible doit être
érigé en principe, je dirais en principe fécondant de la société. Mais c'est ça, l'impossible, parce que la beauté est à l'origine de toute chose, et que la beauté a rapport avec le divin, ben, l'impossible doit être recherché coûte que coûte, sans cela il n'y aura pas d'équilibre social paradoxal. Donc la transgression devient un moyen de l'ordre. Donc la boucle est bouclée dans cette philosophie romantique, dans cette philosophie politique romantique, à partir là ici simplement de 3 auteurs, de manière impressionniste. Mais il y a quelque chose, me semble-t-il, de cet ordre. Alors là il faudra lire effectivement des textes qui sont absolument somptueux, de Novalis en particulier de Hölderlin, peut-être simplement juste une chose, avant de conclure sur les applications pratiques de ces principes en Allemagne. Peut-être une chose seulement, tirée peut-être de Hölderlin, bon, dans cette version. Alors, peut-être cela. Et on verra le lien avec le politique, là encore. Hein. Donc dans Hyperion de Hölderlin, l'Athénien, quant à lui, il est question des Égyptiens et des Athéniens, c'est-à-dire finalement des Orientaux et des Européens. L'Athénien, quant à lui, ne peut supporter l'arbitraire, parce que sa nature divine ne veut pas être troublée. Il ne peut supporter la présence en tout lieu de la légalité, parce qu'il n'a pas partout besoin d'elle. Dracon n'est pas l'homme qui lui convient, il veut être traité avec délicatesse et il n'a pas tort. Donc on retrouve des idées de Schiller aussi en la matière. D'accord, m'interrompit l'un des nôtres, cela je le conçois, mais ce que je ne comprends pas maintenant, c'est comment ce peuple poétique et religieux a pu également être un peuple philosophique. Eh bien, au contraire, repris-je, sans la poésie, il ne serait même jamais devenu un peuple philosophique. Mais qu'est-ce que la philosophie, répliqua-t-il? Qu'est-ce que le caractère froid et sublime de cette science a à voir avec la poésie? La poésie, dis-je, sûr de mon fait, est l'alpha et l'oméga de cette science. Telle Minerve surgissant de la tête de Jupiter, elle surgit de la poésie d'un être divin infini, et de la même façon à la fin, le non réunissable, fait retour en elle, dans la source mystérieuse de la poésie. Bon, l'impossible. Voilà bien un homme paradoxal, s'écria Diotime, mais je devine ce qu'il veut dire. Je trouve pourtant que votre discussion s'égare, car il était question d'Athènes, etc. Et c'est tout à fait intéressant, c'est que chez Hölderlin, on va retrouver cette idée que l'alpha et l'oméga, c'est cette quête, effectivement, c'est cette quête esthétique. Et il a bien conscience de l'impossibilité de la chose. Alors là, ici, si je veux pour conclure, on traverse comme ça, je le répète de manière impressionniste, mais une part du 19e siècle, au fond, allemand et européen. Tout à fait. Mais Schiller lui-même, et on le voit bien, Hölderlin, avait conscience du caractère étrange, non pas par rapport à l'Allemagne, mais par rapport à la vie d'homme, à la vie concrète de leur thèse. Comment peut-on véritablement vivre de cette manière? Comment le peut-on? Comment le peut-on véritablement, je veux dire? Schiller lui-même dit, à la fin de ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, que, en réalité, son propos ne va concerner, pendant longtemps, qu'un petit cercle de personnes qui peut-être un jour arriveront à la tête de l'État. C'est heureux comme idée. Bon. Mais, si on fait un bond dans le temps, et là je rejoins l'un de mes centres d'intérêt, il est un homme qui naît en 1868, c'est un bond dans le temps important, et qui ne meurt qu'en 1933, le 4 décembre 1933, qui est le poète Stéphane Georges. C'est au sein du cercle que cet homme avait fondé que la première édition en Allemagne des œuvres complètes de Hölderlin a vu le jour. On la doit à Norbert von Ellingrath, qui est mort en Verdun en 1916, qui était un intime de Georges. Et le mot doit être pris au sérieux. C'est au sein du cercle de ce poète que l'on a traduit Hölderlin.
Et l'un des grands essais sur Hölderlin et d'autres figures, mais du point de vue de Hölderlin, c'est l'ouvrage de Max Comrel de 1927-28 sur le poète comme guide dans la poésie classique allemande. Max Comrel qui sera l'un des interlocuteurs parmi d'autres de Heidegger, qui commentera lui-même Hölderlin, et en particulier dans les années 50 après-guerre, et qui réinterprétera complètement Hölderlin. Mais il y a comme ça, et évidemment, des filiations. Alors tout cela n'aurait pas d'importance si c'était un pur problème d'érudition. Mais Hölderlin est devenu l'arrière-plan, la figure d'arrière-plan du cercle de Stéphane Georges. En particulier, me semble-t-il, dans la dernière période, c'est-à-dire très schématiquement à partir des années 20. Georges meurt donc, comme j'ai dit, en 1933. Et les personnes qui entouraient Georges n'étaient pas uniquement des érudits, ou je réemploie ce terme, des snobs. Il s'agissait de gens qui prenaient au pied de la lettre, dans la mesure où cette lettre-là pouvait être prise au pied de la lettre, précisément, mais qui prenaient, et au premier degré et à tous les autres, la littérature de Hölderlin et les thèses de Novalis et les thèses de Schiller. Et on trouve au sein du cercle de Georges des figures de grande importance, altières, et je n'en citerai qu'une ici. Ce sont les frères, évidemment, Stauffenberg, sur lesquels je ne reviendrai pas ici. Ce sont ces hommes qui ont organisé un réseau très étonnant d'une résistance singulière à ce qu'ils tenaient pour la tyrannie hitlérienne durant le second conflit mondial, et qui ont tenté, lors de l'attentat du 20 juillet 1944, d'assassiner, de tuer, de mettre fin à la vie du tyran Hitler. Mais ça n'aurait pas d'importance pour nous s'ils avaient conçu leur geste comme un geste politique parmi d'autres. Car auprès des Stauffenberg, il y avait des personnalités très diverses. Un pasteur libéral, des opportunistes de l'état-major, des radicaux qui voyaient que la guerre était perdue, des hommes politiques libéraux conservateurs de la démocratie chrétienne qui pensaient à l'avenir. Mais l'action des frères Stauffenberg est strictement georgéenne, pour employer cette expression, hölderlinienne. Alors, on dira que c'est un point de vue excessif. Ce serait un point de vue excessif si la correspondance de Berthold von Stauffenberg et de Klaus von Stauffenberg, qui sont les deux principales figures de l'attentat, ne discutaient pas de la nature d'Empédocle dans la poésie de Hölderlin. Quelques mois avant leur mort, les deux frères discutent, débattent, se disputent pour savoir si Hölderlin et Georges sont ou non compatibles avec le christianisme et le catholicisme. Klaus répond plutôt oui, et Berthold répond plutôt non. Mais ils discutent de cela, à partir de cet arrière-plan fondamental qui les a formés. Ils ont intégré à 16 et 17 ans le cercle de Georges. Donc, à partir de 1923, quelque chose de fondamental. Et allons un petit peu plus loin. Lorsqu'ils ont décidé véritablement de leur action, ils ont lu un poème très hölderlinien de Stéphane Georges, une partie du 7e anneau de leur maître Stéphane Georges. Et c'est bien ainsi qu'ils ont pensé leur action indépendamment de toute autre considération religieuse, politique, politicienne ou que sais-je. Et ça, c'est un exemple, peut-être, de l'une des manifestations terminales de ce romantisme allemand qui court, donc, du romantisme de Iéna jusque très tardivement, mais réellement jusqu'au cercle de Georges. Alors, y a-t-il aujourd'hui possibilité d'une telle dynamique? C'est une chose difficile,
C'est un propos aujourd'hui qui est presque burlesque, en fait. Mais c'est, je crois, quelque chose qu'il faut de nouveau prendre tout à fait au sérieux. Et toutes les époques, que nous soyons ou non concernés à un titre individuel, toutes les époques de refondation sont des époques où la poésie a sa part, bien au-delà d'une instrumentation, d'une instrumentalisation du poète par le politique. Pensons à Charlemagne, qui était sans doute un individu d'une délicatesse, d'un raffinement absolument extraordinaire, qui, passant d'une concubine à l'autre, se rendait tout de même au Cénète organisé par Alcuin, où il jouait des personnages de Virgile. Ce qui est solidement documenté. Solidement documenté. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre écoute, et je suis simplement déçu de ne pas avoir lu, comme je le pensais, en tout cas quelques extraits qui me semblent importants, mais en tout cas l'anthologie des romantiques allemands d'Armelgern offre des aperçus de très, très haute tenue. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas.